Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Guilde des scénaristes, Secrets de scénaristes, saison 2, épisode 5. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat des scénaristes en France qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du travail d'écriture, l'envers du décor, en gros, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin Parent, scénariste mais aussi réalisateur, puisque en 2012, il réalise un premier court-métrage multi-récompensé et qui a été nommé au César. En 2015, il devient co-créateur d'une série qui s'appelle Les Grands, et en 2019, il coécrit l'un des films français, l'une des comédies françaises les plus plébiscitées par la presse cette année, à savoir Mon Inconnu, réalisé par Hugo Gélin. Enfin, Benjamin vient d'écrire et réaliser son premier long-métrage, Un vrai bonhomme, dont il va nous parler dans ce Secret de scénariste. Je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé. T'es con. Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie, où ma femme n'est plus ma femme. Olivia. Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Et elle me reconnaît plus. Votre prénom c'est ? Bonjour Benjamin. Bonjour. Et merci d'être venu nous voir à la Guilde française des scénaristes. Alors, dans quelques semaines, c'est-à-dire à peu près mi-août, sortira en DVD Blu-ray un film que tu as coécrit qui s'appelle Mon Inconnu, qui est réalisé par Hugo Gélin. Et personnellement, c'est le film français que j'ai le plus aimé cette année parce qu'il y avait tout ce que j'aime dans ce film, c'est-à-dire une histoire d'amour, du fantastique, de la comédie, des personnages très drôles. On va parler de ce film, Mon Inconnu, que tu as coécrit avec le réalisateur Hugo Gélin et Igor Gottsman. Mais avant ça, comme tu viens d'adhérer assez récemment à la Guilde des scénaristes, je voudrais déjà te poser cette première question, c'est pourquoi tu as trouvé ça important en fait d'adhérer à la Guilde des scénaristes, pourquoi tu trouves ça important de rejoindre un collectif de scénaristes. En fait, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que cette profession est en pleine mutation, il se passe beaucoup de choses. En fait, il va y avoir besoin de plus en plus de contenu. Voilà. Et donc, peut-être que les scénaristes en France vont enfin avoir la place qu'ils méritent, parce que c'est souvent pas le meilleur endroit du monde, alors que c'est de là, j'ai le sentiment que c'est de là que découlent finalement tous les films, tous les projets. Ça part toujours d'une histoire, ça part toujours d'un récit, ça part toujours de quelque chose qui est écrit. Et je préférais être adhérer à un collectif en fait qui prend le pouls de cette époque, qui comprend ce qui est en train de se passer, avec qui on peut échanger, on peut se protéger, on peut se défendre, rencontrer d'autres auteurs d'un point de vue pro pour peut-être des projets. En fait, voilà, je me suis dit qu'à un moment donné, c'était le moment, et aussi parce que j'avais finalement des projets qui avaient abouti en termes d'écriture, et donc c'était un peu, pas comme une validation, mais je me suis dit peut-être que c'est le moment d'y aller, quoi. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la formation que tu as suivie pour être scénariste? Est-ce que d'ailleurs tu as suivi une formation, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire une école pour devenir scénariste, mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu scénariste? En fait, déjà c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal à me percevoir comme scénariste. Même comme réalisateur, c'est le problème. Je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, donc oui, je pense que je suis devenu scénariste. Après, je suis pas tout terrain, mais non, en gros, mon parcours est très simple. Moi, j'ai fait la fac de cinéma, des choses comme ça, dans le but de travailler dans le métier, mais sans vraiment pousser plus que ça. Et j'ai travaillé beaucoup sur des tournages à différents postes, en clip et en pub. Ouais. Et en fait, après, j'ai rencontré Donc plus réalisateur au début, t'avais plus cette fonction. Oui, réalisateur, mais avec l'envie de raconter des histoires. En fait, parfois, je ne fais que les écrire. Parfois, je ne fais que les réaliser. Et souvent, je fais les deux. Mais en tout cas, l'idée, je pense, c'était vraiment une envie juste de raconter des histoires. Finalement, c'est du scénario, mais ça pourrait être surtout aujourd'hui, ça pourrait être un podcast, ça pourrait être une bande dessinée, ça pourrait être un roman, même si j'ai pas cette prétention. Mais non, l'idée c'est
diffuser ça, quoi. Ouais. Mais alors du coup, tu disais que tu avais fait une fac de cinéma. Oui. Est-ce que dans cette fac de cinéma, tu as appris le métier de scénariste, tu as appris l'écriture? Non. Non, je n'étais pas très studieux, et donc j'ai pas appris grand-chose. Alors où est-ce que tu as appris ton métier de scénariste? En fait, moi c'est sur le tas, c'est-à-dire qu'en fait j'ai rencontré en 2003 des auteurs dont Joris Moriot, qui fait partie de la guilde, et qui était lui qui écrivait beaucoup, notamment pour la télévision, pour Caméra Café, des choses comme ça. Ouais. Et on a commencé à écrire ensemble, et en fait moi j'ai appris... en fait le truc où je me débrouillais bien, c'est que j'avais des bonnes idées. C'était les idées. Après, j'avais pas forcément un super style, j'avais pas conscience de ce qu'était une structure vraiment. Et donc on a commencé à écrire ensemble, on a développé un projet de série parce qu'on savait qu'à l'époque des chaînes de télé comme Gulli cherchaient un programme jeunesse pour des adolescentes. Et on a imaginé un projet qui s'appelait Le Coin des filles, qui se passait dans les toilettes, un peu ambiance Caméra Café, derrière un miroir, et tu suivais des filles comme ça. Et voilà, ça a intéressé des gens, ça a intéressé des producteurs, on a rencontré Everybody on Deck, et ils nous ont signé. Et ce qui s'est passé, c'est comme ça que j'ai mis vraiment un pied dedans. Il y a Gaumont a lu le projet et a dit, voilà, nous, c'était donc en 2006, 2007 je crois, et Gaumont a dit, nous on fait pas de télé vraiment là, mais on veut faire l'adaptation cinématographique de votre programme. D'accord. Et c'est là, c'est comme ça que j'ai signé mon premier film, sauf que le film n'a pas abouti, parce que pour plein de raisons. Moi je sais qu'en tout cas en ce qui me concerne, je manquais d'expérience, voilà, je savais pas écrire, quoi. J'avais des idées, mais c'est pas un film, c'est pas juste ça, quoi. Ouais. Et donc ça a capoté, et ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu, à un moment donné, un des épisodes de cette série qui ne s'est pas faite, c'est devenu mon premier court-métrage. Bon, d'ailleurs, mon seul court-métrage. Hein, voilà. Et là, ma carrière a décollé. Oui, parce que c'est un court-métrage qui a gagné pas mal de prix. Oui, voilà. Notamment un César, je crois. Alors, c'est marrant, tout le monde pense que j'ai gagné le César et tout. Pas du tout, mais j'étais nominé. Nominé, bon. Voilà, nominé j'ai gagné, quand même. Non, mais j'étais au Festival de Cannes, tout ça. C'était un truc vraiment, pour un premier film, c'était fou. C'était incroyable. Et le film est toujours hyper apprécié, etc. Ouais. Et donc de là, j'ai signé mon premier long en tant qu'auteur-réalisateur pendant plusieurs années, qui n'a pas abouti parce que j'arrivais pas à l'écrire. Et puis au même moment, c'est là que j'ai rencontré Hugo Gélin. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment sur le tas, en faisant, en s'exerçant, en fréquentant peut-être d'autres scénaristes que tu as appris vraiment, on va dire, l'art d'écrire un scénario, enfin les techniques de scénario. Oui. Parce que évidemment, il y a des techniques, mais c'est ça aussi que je voulais te demander. Est-ce que pour toi, l'écriture de scénario, c'est un talent inné qu'on a, ou c'est quelque chose qui s'apprend comme de l'artisanat? Non, mais c'est un peu les deux. Je crois qu'il n'y a rien qui est inné en fait. Le truc, c'est pour ça que j'ai du mal parfois à me considérer comme scénariste, parce que voilà, je suis pas comme Benjamin Dupas, je suis vraiment voilà, c'est ça leur ADN, quoi. Ils écrivent et machin. Moi j'ai un rapport à l'écriture qui est un peu conflictuel, c'est toujours un peu dans la douleur, ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs, hein, donc c'est pas exclusif. Mais en fait, disons que je gère, quoi. Je gère le truc, en fait je comprends l'écriture. Maintenant, maintenant, comme tout auteur, je peux être bloqué, je peux atteindre mes limites et j'ai besoin de les dépasser. C'est pour ça que j'écris jamais seul. Voilà. Contrairement à des gens comme Benjamin et tout ça, moi par exemple, je n'écris jamais seul. Ah oui, d'accord. Jamais. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire avec d'autres scénaristes ? En fait, c'est soit quelqu'un vient m'aider sur un de mes projets, auquel cas j'ai le lead et je maîtrise et je sais ce que je veux raconter, et la personne, comme sur mon long métrage, le co-auteur est là pour avoir le recul que j'ai peut-être pas, pour stimuler peut-être. Apporter des idées, apporter son savoir-faire. Ça dépend, parce que chaque co-auteur, selon le co-auteur et selon le sujet, on peut prendre quelqu'un pour une raison particulière. Ça dépend vraiment ça dépend de ses compétences, de son niveau, de son âge, de son sexe, de plein de choses en fait. Ça dépend pour quelle raison on travaille avec quelqu'un au vu de ce qu'il a fait avant et qu'est-ce qu'il va nous apporter sur tel ou tel projet. Et voilà, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est être le co-auteur d'autres. C'est-à-dire être le co-auteur de Hugo par exemple. Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de faire des acrobaties mais avec un filet.
comme c'est pas mon projet, c'est impliquant, mais c'est moins émotionnellement impliquant. Douloureux, si... Ouais, douloureux, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, à ce moment-là, je suis là, j'aime bien psychanalyser l'auteur et comprendre ce qu'il veut dire et c'est ce qui se passait sur Mon Inconnu, c'est qu'est-ce que tu veux raconter, comment on y va et tout. Et j'aime bien parce que je suis à distance, donc c'est moins, même si je vais y apporter des choses personnelles, c'est moins entre guillemets dangereux pour moi. Tu as eu pas mal d'expérience dans la pub. Oui, un peu. En tant que réalisateur, c'est ça? Alors, en tant que concepteur-rédacteur, qui est scénariste Ouais. et effectivement réalisateur. Et en quoi c'est formateur, ces expériences pour le métier de scénariste? Enfin, est-ce que ça a été formateur Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand je parlais de ma formation, j'ai négligé ça. C'est vrai que de tous les jours d'imaginer des films de 30 secondes, 45 secondes ou 1 minute, c'est un exercice. C'est un autre exercice. Ça veut dire qu'il y a un truc d'efficacité à avoir. Après, la publicité, c'est parfois aussi ses limites, c'est qu'on n'est pas sur on crée pas des personnages hyper profonds, c'est surtout c'est très archétypal. Mais parfois, il y a des moments de grâce et tout. Et en tout cas, l'idée, c'est de raconter des histoires qui sont finalement comme plus des sketchs. Ouais. Mais du coup, il faut peut-être inventer souvent des chutes ou des petits twists, sûr. Même en 30 secondes. Quelque chose qui surprend. C'est vrai que je me rends pas compte, mais tout ça a contribué à un truc de storytelling. Bien sûr. Mais j'oublie un peu. Mais donc en fait, la publicité, dans ce qui est intéressant, par rapport à une chute, c'est que c'est que la chute, finalement, c'est peut-être les mots. C'est ce qu'on appelle c'est l'accroche à la fin ou la signature. Donc on peut raconter une histoire et c'est juste les mots qu'on va poser à la fin sur la dernière image qui bouclent le film. C'est-à-dire que il y a plusieurs manières d'écrire, mais c'est vrai que je pense parfois à des films Volkswagen qui sont quand même vraiment très bien faits. On voit des choses, des comportements, des attitudes, des choses qu'on ne comprend pas forcément avec des personnages, et à la fin, tout à coup, il y a les mots, vraiment une phrase, et là on fait une accroche donc publicitaire, et là on fait OK. Qui donne tout le sens. C'est ça, la chute, c'est souvent ça. On parle souvent de la nécessité d'avoir des mentors dans ce métier pour se mettre le pied à l'étrier, t'ouvrir les portes de cette grande famille du cinéma. Est-ce que il y a quelqu'un qui a fait office de mentor dans ta carrière pour justement t'ouvrir des portes, te permettre de proposer ton premier long métrage, etc. Non, je sais que j'ai commencé vraiment avec Joris Morio. On a fait beaucoup de trucs ensemble et tout. Mais après, moi je fais des rencontres et parfois, soit avec des retours de lecture, on apprend des choses de l'un ou de l'autre, genre Noé Debré que je connais. Voilà, les conversations avec Noé sont toujours pertinentes et intéressantes. Mais après, j'ai appris avec tous les gens avec qui j'ai travaillé en fait. Mais il n'y a pas quelqu'un qui se détache d'un point de vue vraiment du mentor, même si j'adore l'idée. Hein. Je sais que j'aime bien travailler avec des gens très expérimentés parce que justement j'ai envie d'être meilleur à la fin de la collaboration, ou en tout cas d'avoir appris des choses. Non, après, au niveau des portes, les gens qui m'ont... beaucoup de gens dans ma carrière... même quand j'étais que sur des tournages, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont donné des opportunités de travailler dans une émission de télé, dans ceci, dans cela. Mais non, c'est Arnaud Moria, moi, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Arnaud Moria, c'est un producteur de publicité dans une boîte qui s'appelait Les Télécréateurs, mais maintenant qui s'appelle Insurrection, qui est une des plus grosses boîtes en France et qui est au niveau mondial, qui est assez balèze. Et lui, je l'ai rencontré sur des films Ikea que j'avais écrits. Et lui, il avait gagné la compétition publicitaire avec un de ses réalisateurs qui s'appelle David Horowitz, et donc c'était avec lui pendant une semaine. On était à Bruxelles pour tourner ses spots et on a sympathisé, et il a vu qu'effectivement j'avais des velléités autres que celles de la pub et que j'avais envie de faire des films, etc., et régulièrement on avait des déjeuners, etc. Et une fois quand j'en avais marre de la publicité, enfin j'étais à un tournant de ma vie sur plein de plans, et il m'a dit écoute, vas-y, viens, je vais t'aider, je vais faire de toi un réalisateur. Parce que j'avais déjà des velléités, j'avais déjà fait des courts-métrages, des petits courts-métrages en vidéo, j'avais gagné des concours, des choses comme ça, mais j'avais comme des blocages, j'ai l'impression que ça c'est l'histoire de ma vie.
Et lui, il m'a dit ok, viens. Et voilà, et il m'a aidé, il m'a développé en publicité, il m'a coproduit avec David Frankel mon premier court-métrage, donc Cowboy. Ouais. Et j'avais signé mon premier long, mais voilà, qui n'a pas abouti. Et après, je suis parti, donc on se voit plus et tout. Enfin, je pense qu'il est un peu fâché avec moi, parce que forcément, il m'a aidé, puis après, moi, je suis parti. Mais j'oublie pas que fait partie d'un moment, cette main, ouais. Cette main tendue ouais. qui t'a un petit coup de boost. Ouais. Bah oui, non mais il s'est dit il y a un truc à faire et tout, et c'était le bon moment, je pense que j'étais prêt à l'entendre aussi. Donc il y a quand même souvent une personne qui c'est toujours qui voilà, une bonne rencontre qui comme ça t'ouvre un petit peu la voie. Et alors on dit parfois que l'inspiration d'écrire, ça vient d'une souffrance. Est-ce que c'est vrai pour toi ? Est-ce que c'est vrai qu'il faut traverser des épreuves difficiles pour avoir quelque chose d'intéressant à dire quand on est un auteur, un scénariste ? Ou pas forcément ? Moi, je peux pas faire de généralité là-dessus, mais j'ai quand même le sentiment que si on n'a pas traversé des choses, en tout cas qu'on s'intéresse à des gens qui ont traversé des choses et qu'on apprenne de leurs récits. De toute façon, la base du scénario, c'est quand même le conflit. Et le conflit, ça provoque de la frustration, ça provoque... le conflit, c'est désagréable, en fait. Donc on peut avoir vécu des choses horribles et n'avoir rien à dire, et le contraire. Après, voilà, en ce qui me concerne, moi, je me sers de plein de choses que j'ai pu vivre, et c'est comme ça que j'ai pu aussi même identifier quels étaient mes sujets de prédilection, ce que j'avais envie de raconter. Et parfois j'ai même le sentiment que c'est ce que je vais raconter dans tous mes projets, tout le temps. Ça sera toujours la même chose. Mais c'est comme tout, on peut venir d'un milieu et pouvoir écrire avec talent sur un autre milieu, mais ça demande de la documentation, du travail. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a des gens très talentueux qui savent tout faire. Un bon scénariste est capable d'écrire sur un sujet qui est totalement éloigné de sa vie personnelle ou de sa vie normalement. Oui, après on n'est pas... moi je crois qu'on n'est pas tout terrain, c'est qu'il y a vraiment il faut trouver le point d'ancrage peut-être émotionnel, qu'on a un lien avec faut trouver avec l'histoire. Pourquoi on a envie de faire ça, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Mais moi après c'est parce que mon approche du travail elle est émotionnelle. Je sais d'écrire des films que j'aurais envie de voir en tant que spectateur. En tant que spectateur aujourd'hui, en tant que spectateur quand j'avais 13 ans, ou en tant que spectateur quand j'en avais 25. C'est de me dire, il faut que ça m'intéresse, quoi. Mais regarde, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien écrire pour les autres, entre guillemets, pour un réalisateur qui a son concept d'histoire, et puis toi tu arrives et puis tu structures tout ça, tu écris le scénario avec lui, et tu aimais bien parce que tu disais, voilà, j'écris, mais j'ai comme un filet peut-être émotionnel qui m'empêche peut-être de souffrir si y a quelque chose qui fonctionne pas, mais en gros ce que je veux dire par là, c'est que un scénariste est peut-être souvent amené aussi à faire des films de commande, une sorte de film de commande où voilà, tout d'un coup t'es catapulté dans l'univers de quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait une certaine adaptation, il faut s'adapter, il faut être un peu tout terrain aussi, il faut avoir ses capacités. Alors je dois nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le truc, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'implication émotionnelle, c'est que quelque part, quand tu écris pour quelqu'un, à un moment donné, tu peux dire voilà, j'ai l'impression que cette scène, ça devrait aller dans cette direction, ça devrait être comme ça. Mais c'est pas toi qui prends la décision de dire ok, on fait ça. Donc en fait, le truc, c'est que quelque part, tu as une moins grande responsabilité, donc là, tu peux dire voilà, moi je te conseille de faire ça, mais c'est toi qui décides. Et donc c'est quand même un peu plus reposant que se dire qu'est-ce que je fais, je vais à gauche ou je vais à droite, machin. Non, c'est moins. Et ensuite. Mais tu mets au service de l'autre ta maîtrise et ta technique, ton savoir sur l'art de. Et qui tu es et tout ça, mais généralement, comme je te le dis justement, comme je suis auteur, réalisateur, tu vois, je suis scénariste, j'ai écrit deux longs métrages, une série, plein de trucs. Je suis auteur, ça c'est sûr, mais après je suis pas tout terrain, donc si je monte sur un projet, c'est parce que je sais que j'aurai un truc à apporter et à dire. Justement, j'ai pas une démarche de mercenaire, et aussi parce que mes revenus sont multiples, donc en fait je ne dépends pas de l'écriture pour vivre. Il y a l'écriture, il y a la réalisation en publicité, donc en fait
je suis pas dans cette situation. Je connais un auteur comme ça où en ce moment il écrit pour une série qu'il n'aime pas, pour une chaîne qu'il n'aime pas. Mais voilà, ça fait partie. Et à côté de ça, il a d'autres projets qu'il aime, mais là, il est en mode alimentaire, nanana. J'ai pas j'espère que ça va continuer. J'ai pas besoin d'écrire d'un point de vue alimentaire. J'écris parce que, évidemment, je suis payé, mais parce que le projet m'intéresse. Donc je suis pas obligé d'accepter des choses qui ne me plaisent pas. Alors maintenant, on va aborder ton processus d'écriture et on va par exemple parler de ton prochain long métrage qui s'appelle Un vrai bonhomme et qui sortira normalement en 2020, c'est ça ? Je pense premier trimestre 2020, ouais. Premier trimestre 2020. En gros, voilà, comment tu écris tes scénarios ? Est-ce que tu passes par toutes les étapes classiques de l'écriture, c'est-à-dire voilà, le pitch, le synopsis, le séquencier, la continuité dialoguée ? Tu sais, toutes les étapes classiques, ou alors est-ce que tu sautes des étapes ou J'ai pas écrit suffisamment de films pour pouvoir identifier une méthode particulière. Je sais juste que j'ai beaucoup aimé quand j'ai écrit Un vrai bonhomme, je l'ai écrit avec Théo Courtial, qui est un super auteur, et qui est un jeune auteur qui avait fait qui avait écrit qu'un long métrage et tout, que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, lui, il a une méthode. Pour l'instant, ça va être ma méthode. Sa méthode, c'est je dis, ok, maintenant c'est comme ça que je vais faire. Comment ça se passe donc ? Si je refais à zéro, je suis en rendez-vous avec des productrices, verbalement je leur raconte une histoire. Ok, cool. Je pose, elle me dit ouais, tu peux nous envoyer un truc, ok. J'écris 2 pages, en gros c'est tout ce que j'ai en tête, et avec des notes, et parfois j'écris même des trucs du genre, ça serait pas mal à un moment donné qu'ils fassent ça. il y a toute l'histoire en 2 pages. Non, il n'y a pas toute l'histoire, mais il y a pas la fin. Il y a il y a une fin, grosso modo. En fait, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'avais eu l'idée, la fin, je l'avais eu pour un autre film que j'écrivais avec ma copine Joséphine. Et le film s'est pas fait et je lui ai dit cette fin on pourra la réutiliser dans un je vais la mettre autre film. Parce que je jongle avec les mêmes thèmes et donc elles ont dit ok on y va, donc on a cherché un co-auteur, je l'ai trouvé, on a écrit donc assez rapidement les méthodes de travail, donc c'est je pitch, elles disent ok, elles lisent 2 pages, elles disent ok, il vient et là on décide de comment on fait les fiches, on fait les boulettes. En fait on a fait ce qu'on appelle c'est ça, on attaque, on fait pas de traitement parce que j'aime pas ça. C'est chiant. Lui non plus. C'est chiant les traitements, c'est chiant à lire. Et puis les traitements, toute la comédie dans les traitements, enfin, moi je sais pas bien faire. Voilà. Après, pour procéder, on va faire plutôt ce qu'il appelle lui une conduite. En gros, tu prends des bullet points sur une feuille, tu fais ça c'est les mouvements en fait, tous les mouvements du film. C'est presque un séquencier. Tu veux dire les événements les plus importants du film qui se déroulent ? Même les moins importants. En fait, c'est la musique du film. D'accord. Sur plusieurs pages. Un séquencier peut-être moins light développé. Du genre je sais pas. Ça tient en combien de pages ça, ce document par exemple je sais plus du tout. Je sais plus. Mais par exemple, ça serait c'était à chaque fois une phrase. Tom se réveille pour aller à l'école, il est anxieux. Voilà, ça c'est un premier bullet point. Ce serait ça. D'accord. En fait, c'est un plan. Et donc, en fait, ce qu'on fait, parce que le problème que moi j'ai avec le traitement, c'est que le traitement, il faut le rendre sexy à la lecture. Donc, en fait, il peut y avoir aussi une triche d'écriture où finalement, quelqu'un qui a une super histoire mais qui écrit pas hyper bien, parce qu'un traitement c'est très difficile, je trouve. Moi, en tant qu'auteur, j'ai un peu de mal parfois. Tu peux. C'est là où il faut mettre peut-être un peu plus de littérature pour le rendre. Voilà, et en même temps, c'est pas forcément idéal parce en même temps, tu peux te faire avoir par le style d'écriture qui est magnifique. Voilà. Et en fait, ça raconte pas grand-chose. Voilà, c'est très bien écrit, mais qu'est-ce que ça raconte ? Et l'inverse aussi. Et bref, donc en gros, ce que je fais, nouveau rendez-vous avec les productrices, et là on se pose, et là, en fait, moi je leur raconte le film, et ça prend une bonne heure. Je leur raconte. À l'oral, quoi. Ouais, à l'oral, point par point. Et en fait, cette méthode, moi, ce que j'aime. Faut être à l'aise aussi pour ça. Alors, faut être à l'aise. Après, voilà, on a un cercle fermé. Ce que je trouve, ce qui me plaît dans cette méthode, c'est que il y a un contact avec le spectateur. Finalement, tes producteurs, ceux qui t'écoutent à ce moment-là, celles et ceux qui t'écoutent. Donc tu commences à raconter. Et c'est comme si tu étais sur scène. Donc ça permet que tu racontes. Et au moment où tu sens quelqu'un qui crispe les yeux, peut-être qu'il n'a pas compris. Donc tu peux commencer à repréciser. À revenir en arrière. Alors qu'un truc de lecture, quelqu'un comprend pas un truc, si c'est pas reformulé autrement, peut-être que la personne va bloquer. Alors, c'est figé un texte. Quand tu le rends, tu envoies par mail, t'as plus la main dessus. Et moi, en fait, quand je raconte une histoire, tu vois, si par exemple, tu vois, là, je vois, tu te poses une question, je peux te dire, c'est clair, machin, et non, j'ai pas compris ça.
et je rebondis à ce moment-là. Ouais. Oui, tu peux déjà sentir ce qui marche ou ce qui marche moins bien dans ton histoire. Mais je crois que c'est justement Benjamin Dupas qui nous disait que c'était un très bon exercice de raconter son film à l'oral à une audience, à même des gens qu'on connaît, mais même des amis, pour déjà sentir ce qui, dans leur regard, on voit tout de suite ce qui va les accrocher, ce qui les accroche moins. Et c'est déjà un bon exercice pour sentir ton histoire. Ouais. Et alors, par exemple, pour structurer tes idées on va dire définir le parcours narratif de tes personnages, est-ce que tu utilises par exemple un tableau ou un mur avec des post-it, avec une ligne par personnage, etc., pour bien avoir l'arc narratif de tes persos? Est-ce que tu fais ça, par exemple? Je sais plus si c'est juste avant ou juste après. Je crois que c'est juste après la conduite. On fait ce que Théo appelle les fiches. Donc en fait, c'est les fiches de personnages. Les fiches, c'est-à-dire on écrit sur le personnage, il fait ça. Ouais, d'accord. Et en fait, et on commence à les mettre dans l'ordre comme ça. Et puis des fois, on fait des sauts dans le temps, on intervertit. En fait, la manière qu'on a eu d'écrire le film, c'est un peu le truc patatras. Ça veut dire parce qu'il fait ça, il va se passer ça, il va se passer ça. En fait, c'est que en sachant que parfois on repousse le personnage pour qu'il aille dans la direction qu'on veut. Et après voilà, le film s'est écrit assez facilement. Il y avait des évidences en fait. Donc après on s'est posé des questions, puis voilà, à la fin on avait une V1 de 130 pages, après 120, machin, on réduit, etc. On essaie de concentrer, on fusionne des scènes, tout ça. On enlève parfois des personnages. En tout cas, la méthode, je me suis beaucoup inspiré de mon adolescence. Donc en fait, il y avait beaucoup de scènes et beaucoup d'idées qui étaient finalement une manière de réinterpréter des choses que j'avais pu vivre. Voilà. Donc après, et avec le tournage, ça a encore changé. C'est-à-dire que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais effectivement il y a il y a un gap entre le script et le film, d'hyper adaptation du réel, quoi. C'est-à-dire à un moment donné, ça marche pas, ça t'as pas le temps, ça ceci, ça cela, et donc là faut tomber le masque le scénariste, il faut qu'il tombe le masque et il faut être que dans la réalisation, quoi. Même si lui, Théo, c'est bien, lui il gardait son masque à lui. Donc et encore après au montage, tu peux encore retransformer le film que tu as tourné, qui est un petit peu différent du scénario. Ça le scénario, l'idée, le récit, l'histoire, c'est même quasiment tout le temps la raison pour laquelle le projet se fait. C'est-à-dire à un moment donné, ça part d'une idée. Ça peut partir d'un casting, ça peut partir de j'ai Jean Dujardin et puis l'histoire on verra plus tard. Voilà. Mais souvent ça part d'une idée, etc. C'est aussi pour ça que c'est important de remettre le scénario, le scénariste. Il y a une place, il n'a pas une place forcément très enviable à l'heure d'aujourd'hui. C'est en train de changer. Parce que je pense que que son travail peut souvent évoluer, se transformer, quoi, s'adapter à la réalité. Le truc c'est que, alors voilà, donc d'une part c'est on lance un projet parce que quelqu'un a raconté une histoire, et même si c'est un film très contemplatif, il y a un récit, de toute façon il y a toujours un récit, une histoire, donc c'est la motivation. Et paradoxalement, un scénario, c'est un objet qui à un moment donné peut être jeté à la poubelle. C'est-à-dire que c'est pas un roman c'est la forme finale, mais effectivement un scénario, là ce que je dis, j'apprends rien à personne, mais c'est ça qui est troublant, c'est que c'est une étape. Et à un moment donné, c'est terminé. Comment tu développes tes personnages ? Est-ce que par exemple tu leur crées toute une backstory, tu leur inventes un passé, tu leur fais des fiches de personnages au moment où tu écris ton scénario, même avant d'écrire le scénario ? Est-ce que tu fais ça, ou alors c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture que tu découvres tes personnages, tu vois ce que je veux dire ? Le truc c'est que je peux prendre quelques notes, mais y a pas, je fais pas une grosse backstory. Je pense que je l'avais fait avec la série Les Grands, Joris et moi on avait fait une grosse backstory pour les personnages de la série, mais c'était normal parce que c'est une série, donc série c'est presque obligatoire qu'il y ait une bible. Voilà. Donc on avait écrit, il y avait des filles et des garçons, je sais plus comment ils étaient, on a écrit leur portrait à la première personne, où en fait on leur posait des questions et les personnages répondaient. Je sais plus quel était le scénariste qui nous avait dit ça, je sais plus qui c'est, mais en gros il disait que c'était aussi un jeu dangereux de trop créer un passé, un passif ou une backstory à ces personnages, parce que du coup quand on va écrire le scénario, on va se baser sur ce qu'on connaît nous de ces personnages,
et on va vachement psychologiser, on va dire, des actes qu'ils font dans le scénario, mais que personne va comprendre. À part toi, tu vois ce que je veux dire? Alors, bon. Parce que tu le connais ton personnage, et donc tu vas dire, ah bah oui, mais c'est logique qu'il fasse ça, puisque il vient de ce monde-là, il vient de ce truc. Oui, mais toi, en tant que spectateur, tu ne connais pas cette backstory. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas moins le justifier dans l'écriture. Ouais. Mais là-dessus, il y a deux choses. La première, c'est que il y a plein de films ou de séries où tout à coup un personnage fait un truc et on ne le comprend pas, mais normalement, on va essayer de le faire comprendre au spectateur dans le même épisode ou en tout cas à un instant T et pas 5 épisodes plus tard, parce que mais ça arrive que des personnages fassent des choses étranges et on comprend après coup. Par contre, là où le truc, c'est que là je discutais avec une autrice là, récemment qui me disait qu'elle avait travaillé avec un directeur d'écriture qui était anglais, et lui en fait il écrit pas la backstory des personnages, il écrit toutes les actions qu'il veut qu'ils fassent. Ça serait bien qu'il fasse ça, et c'est les actions qui vont déterminer qui est le personnage. Donc après on peut lui poser un truc sur il a un objectif ou il est ou il est comme ci, il est comme ça, mais effectivement le truc c'est que les backstories c'est bien, mais après ça peut nous au-delà de la compréhension de tel ou tel axe, surtout ça peut nous figer et en fait c'est comme si je vais faire une analogie, c'est comme si on prenait un personnage, on prenait son sac à dos, on lui mettait plein de choses, il va avoir besoin de ça, une corde et machin, et on ne sait pas vraiment sur quel chemin on l'envoie en fait. Donc ça se trouve, il y a des choses qu'il a dans son sac qui ne serviront à rien. Et qui vont le... Parce qu'il a il est en mode Everest et en fait c'est le désert. D'un coup il y a du désert, il est mort. Donc ce serait, je verrais ça un peu comme ça. Surtout avec une série en fait, il ne faut pas trop se figer. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir... c'est toujours avoir en tête comment on voudrait que ça se termine en fait, je pense. En tout cas pour le long métrage, c'est évident d'avoir le début et la fin. Mais évidemment, moi tout ce que je dis là, c'est vraiment par rapport à ma perception du truc. Je pense qu'il y a 10 000 manières d'y arriver. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta journée type de scénariste quand tu travailles sur un film? Est-ce que tu écris plutôt le matin, le soir? Combien d'heures tu peux écrire par jour? Donc c'est là que je me dis que je suis pas scénariste, dans le sens où j'ai pas une espèce d'agenda d'écriture ou même de rigueur d'écriture. Voilà, je fais là par exemple en ce moment, je suis en train de coécrire un court-métrage avec un auteur qui s'appelle Eugène Rious, je crois qu'à la Guilde d'ailleurs. Et donc on se voit 3 fois par semaine, 3 heures, à telle heure, bim, 3-4 heures maxi, parce que après ça ne sert à rien. Enfin, de mon point de vue, on est cramé, on n'a plus d'idées. Ah oui, d'accord. Et puis on aime bien. Là, c'est un projet, il est en lead. Donc en fait, ce qui est super, c'est qu'on travaille et que lui, souvent, qu'on se revoit le lendemain, il a vachement réfléchi à tout ce qu'on a fait, etc. Parce que là par exemple, c'est un cas où il était sur un projet depuis 3 ans et ça n'avance pas et tout, c'est un peu compliqué. Et moi, je débarque et donc tu apportes une fraîcheur. Voilà, je le challenge, je dis mais pourquoi on ferait pas comme ça, et lui, et c'est super parce que je le vois quand ça se passe bien, et si ça se passe bien, redécouvrir son projet. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est notre emploi du temps. Mais là, moi, je dois avouer, j'en suis pas fier, mais quand je dois me faire écrire tout seul, me faire violence, j'ai un peu de mal. Parce que j'ai souvent la phobie de la page blanche, des premiers mots, de tout ça. Je sais que c'est un truc que j'avais depuis que j'étais collégien, c'est le côté j'ai du mal à admettre que mon premier jet est pas forcément terrible, et c'est ça, moi, mon rapport à l'écriture, c'est à chaque fois je me lis, je fais oh là là, mais putain, c'est pas possible quoi, c'est exagéré, c'est complètement névrotique. Mais voilà, mais donc j'ai pas du tout un truc de 10 heures machin, là où des gens comme Noé Debré, je sais qu'il me racontait une fois, c'était 7h, 9h, tel sujet, machin, tel sujet, parce que c'est un scénariste qui est un de ceux qui travaille le plus en France, hein. Il est sur plusieurs choses à la fois, et il est obligé, mais comme moi mais après, comme j'ai plusieurs casquettes en fait, c'est plutôt les casquettes qui m'imposent le truc quoi. Mais c'est sûr que je préfère avoir des deadlines et tout ça, mais quand je suis la plupart des films que j'écris, c'est un peu je sais pas si on peut dire ça, c'est on spec, je sais pas si on peut dire ça, parce que j'ai pas le V1, le deal se fait sur finalement 2 pages quoi, tu vois, 2 pages ou même 1 page quoi. D'ailleurs voilà, c'est ça que je veux raconter. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on y va. Et là j'écris.
Là, on t'optionne ton scénario. Ouais. C'est ça, hein Ouais. C'est ça qu'on- Voilà. D'accord. Mais je sais qu'étant en contact d'autres auteurs, je vois comment ils sont. Ah non, cette semaine je peux pas. Tous les jours, pendant 8 heures, je suis sur tel projet. Je dois rendre mon 52 minutes, le traitement dans un mois, machin. Je suis pas comme ça. Par exemple, j'ai jamais été engagé pour écrire des séries télé ou des téléfilms ou jamais on me fait une commande où en gros je suis le seul auteur sur le projet. Moi, je suis là pour aider. Donc en fait, j'ai jamais une charge. Je suis jamais en solo. Alors maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail du film Mon Inconnu, et que donc tu as coécrit avec Hugo Gélin et Igor Gottsman. Et en fait, je voudrais savoir comment ça s'est passé, la coécriture avec eux. Est-ce que justement, pour chaque ligne que vous avez écrit dans ce scénario, vous vous êtes réunis tous les trois ensemble pour écrire le moindre truc, ou alors est-ce que ça se faisait à distance par mail? Voilà, moi j'écris le début, moi je rebondis sur ta scène, j'écris la suite, j'écris ma suite, etc. Alors, je développe tel personnage. Alors c'est très simple. Ça s'est fait déjà sur presque 5 ans. Ah ouais. Ouais. D'accord. En gros. Ah oui, d'ailleurs, qui est à l'initiative de ce projet? C'est Hugo Gélin. Alors c'est Hugo Gélin. En gros, l'histoire c'est la suivante. Moi je rencontre Hugo, je sais pas, peut-être en 2008-2009, c'est une productrice qui nous présente comme ça, il n'avait pas encore fait son premier long, Ouais. on reste en contact, il fait son premier long, je le vois, tout ça, je trouve ça très chouette, et en fait, ce qui se passe c'est qu'effectivement moi j'ai rien fait, et mon court-métrage, change la donne, avec Cannes, tout ça, ça devient un petit truc, et donc il fait partie des premières personnes qui viennent me voir, et avec, à l'époque, avec sa coproductrice qui était Laetitia Keltzin, et ils me disent voilà, nous on voudrait bien te confier un film. Est-ce que tu as un premier long en développement? Je fais oui, mais je galère à l'écrire. Est-ce que tu veux lire ça? Ça pourrait t'intéresser de l'écrire et le réaliser, etc. Je lis, c'est Mon Inconnu, c'est un petit traitement, quinzaine de pages peut-être, écrit par Hugo Gélin, donc d'après une idée de Hugo, et avec David Fokinos, le romancier. Le romancier, ouais. Voilà. Et je lis, et je dis, écoutez, moi, c'est pas ma cam, je pense que si je dois réaliser un film de long métrage, il faut vraiment que je l'ai dans la peau. Ouais, c'est pas le cas. J'aime l'histoire, mais par contre, je vois où je pense que ça coince et comment on pourrait améliorer. Et on en discute. Et finalement, très rapidement après, Hugo se dit, en fait, je pense que ça va être mon deuxième film, ça va être Mon Inconnu. Est-ce que tu veux le coécrire avec moi? Je dis, ok, j'accepte. Et voilà, et là, il y a plusieurs mois de développement. Et là, vraiment, j'apprends vraiment sur le tas. Je sais que je suis en train parfois de lire du Troubi et dire attends, il faudrait peut-être qu'on fasse comme ça. Un côté un peu scolaire pour certaines choses. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un ouvrage que tu recommandes pour, on va dire, les apprentis scénaristes, pour avoir les bonnes clés pour savoir manipuler la dramaturgie, etc. Non, moi j'ai lu Troubi, j'ai lu Mackie, après j'ai lu Lavandier, machin, mais je ne saurais pas recommander. Non, par contre, j'aime bien, moi je regarde beaucoup j'écoute des podcasts comme Script Notes. Ouais. Ou sinon, je regarde des vidéos sur YouTube en fait de mecs qui vont analyser des scénarios, je lis des articles et je devrais d'ailleurs en lire plus. Je lis des scénarios, pareil, il faudrait que j'en lise plus. En fait, les analyses, en fait, les analyses, c'est vraiment intéressant, hein, de analyse aussi bien de l'écriture que de la mise en scène. C'est toujours très intéressant. Et puis aussi, je trouve ça intéressant de se référer à des films. C'est-à-dire, parfois, quand je travaille sur un projet, de me dire à quel film ça ressemble que j'aime bien, ou à quel film comment je fais pour me rapprocher, quel film se rapproche du film que je veux faire, juste comme ça pour voir. Ouais. Et parfois c'est bien de partir de quelque chose qu'on connaît pour après s'en éloigner. Ouais. Mais c'est un référent, voilà, C'est tout souvent comme ça, hein, de toute façon, hein, que ça se passe. Hein. Et d'ailleurs, sur Mon Inconnu, que j'ai adoré, hein, je le répète, il y a deux films, tu vas me dire si c'était les références que vous aviez pour écrire ce film, mais j'ai pensé à deux autres films que j'adore, c'est Un jour sans fin et Retour vers le futur, c'est-à-dire deux films qui racontent l'histoire de personnages coincés dans une autre dimension temporelle. Et pour s'en sortir, il faut qu'il résout un conflit amoureux, on va dire. Est-ce que c'était ces références-là ou il y avait d'autres films par exemple? Il y a plusieurs films, je pense, hein, mais je sais que les références J'ai pensé à Capra aussi. Il y a Vie est belle, c'est une référence de Hugo, référence absolue pour Hugo. Et il y avait Un jour sans fin, c'était vraiment ça, avec la trajectoire.
parce que l'idée c'est que Mon Inconnu c'est un conte de Noël, et donc tout comme Un jour sans fin, Ouais. tout comme La vie est belle, et il y avait cette idée d'une trajectoire d'un personnage qui moralement est pas terrible, en tout cas qui a des problèmes, enfin qui est égoïste, qui est égocentré, etc. Et de montrer comment l'adversité allait le faire changer et et le transformer en bonne personne à la fin. Ouais, Donc il y avait cette idée. Et donc en gros, j'ai commencé à travailler avec Hugo, à poser à solutionner les problèmes qu'il y avait dans le récit initial. On a trouvé des solutions sur genre le mec était pas auteur, il est auteur. Essayer d'avoir un destin vraiment croisé et surtout l'idée de don, de sacrifice à la fin. Sans spoiler. Ouais, sans Non, mais et bah voilà. justement, ouais, ce twist final, sans trop le révéler, quoi. Moi, personnellement, j'ai adoré et je l'ai pas vu venir. La décision qu'il prend à la fin du film. Est-ce que donc cette fin-là, cette trajectoire de personnage-là, elle était déterminée avant même de vous lancer dans l'écriture de la V1, quoi. Il y avait Ou est-ce que tu sais, des fois ça devient au fil de l'écriture, tu fais non. ah bah tiens, non, ça serait pas mal que. Il y avait des nuances, hein. C'était pas exactement comme ça, hein, bien évidemment, mais il y avait cette idée vraiment le constat du film. De toute façon, le constat du film appelle ça, même si c'est surprenant et je suis assez content de ça. C'était c'est un type qui va se rendre compte que sans lui, la femme qu'il aime peut être tout ce qu'elle veut et peut accéder à plein de choses, et que lui finalement c'est un boulet, c'est un frein à la carrière de sa femme et au bonheur de sa femme, et que par contre donc sans lui elle peut tout, et lui sans elle il n'est rien, et qu'il y a vraiment un truc vraiment de prise de conscience et d'inversion du truc. Et ça c'est un truc ça super rapidement on a posé ça, et on allait creuser, et c'est aussi essayer de comprendre, comme j'étais co-auteur, qu'est-ce que Hugo veut dire au sujet du couple, au sujet de l'amour, au sujet de tout ça. Parce que voilà, c'est ça justement, enfin moi j'ai adoré cette thématique-là qui traverse tout le film, c'est-à-dire l'opposition entre la relation amoureuse et la gloire personnelle. Et justement la question c'est, est-ce que pour écrire ce film, vous partez déjà d'une thématique comme ça pour dérouler toute l'intrigue, ou alors cette thématique s'impose un peu à vous au fil de l'écriture, tu vois ce que je veux dire? Non, on a commencé à travailler et donc elle s'est imposée, mais disons qu'on l'a. Est-ce que c'est assez vite. Est-ce que c'est en gros le propos que tu as envie de laisser transparaître dans ton histoire qui est le moteur de l'écriture du scénario, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui arrive après, qui s'adapte? En gros, super vite, on pose l'idée de lui, il a un statut, il lui doit, et il est négligent, et donc en fait c'est simple, il faut voir quel est son vice, quel est son problème moral, et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à ce type-là. C'est de perdre son statut social et d'être déconsidéré, etc. Donc on parle là-dessus. Et par contre, la fin, on savait que la fin était différente du traitement. À la fin, on se disait, c'est en commençant à écrire qu'on a trouvé la fin. On savait qu'en termes de thématique, c'est ce qu'on voulait, mais on ne savait pas comment l'incarner. Et à coup, il y a eu cette idée de dire, mais spoiler, et s'il renonçait à repartir, en fait. En fait, l'idée c'est simple, et ça on a été très contents, c'est de dire au moment, en fait à la fin du film, il la voit épanouie et heureuse comme il ne l'a pas vue depuis des années dans l'autre vie, et que si vraiment il l'aime, c'est ça. Il préfère rester dans ce monde où il n'est pas avec elle, où il n'est plus le même homme, mais il sait que la femme qu'il aime est heureuse, quoi. Donc on est vraiment sur un truc de sacrifice. Après, le sacrifice n'était pas exactement le même que celui-là. Il y avait des nuances, mais en tout cas c'est ça. Et donc on a écrit ensemble le traitement, je me rappelle. J'écrivais, je lui envoyais, il retouchait, machin, et il n'y avait pas Igor encore. Et puis à un moment donné, moi j'ai dû arrêter parce que. Donc c'était à distance votre relation d'écriture? Non, on se voyait pour écrire. À Zazie, dans sa société de production, Zazie Film. On se voyait, il y a des super bureaux.
Et voilà, et on travaillait, on avait un paperboard, des machins, enfin on était dans le truc et tout. Et puis c'était bien parce que moi je sais que ça le saoulait, mais en même temps il aimait bien, je le challengeais beaucoup. Ou c'est vrai que je disais un truc et le lendemain je disais non en fait c'est pas bien. Et lui il prenait pour un fou parce qu'il me disait arrête c'était bien et tout, mais c'est parce qu'en fait. Mais c'est toi qui m'as vendu cette idée. Ouais mais voilà, mais moi en fait je me dis juste l'idée faut la tirer dans tous les sens et si elle tient toujours c'est qu'on la garde. Et voilà. Et donc tout ce premier travail, ça a duré combien de temps à peu près avant que Igor vienne vous rejoindre? Je pense que ça, pour plein de raisons d'emploi du temps ou je ne sais quoi, ça a duré 10 mois quand même, facile. Hein. Ouais. Non, puis ce qui s'est passé, c'est qu'aussi tout à coup, on a une histoire. Il y a Mars Film qui lit le traitement ou un des premiers traitements et qui dit ok, moi je monte dessus. Donc en fait, ce film, il se faisait, c'était sûr. Simplement. Parce que l'histoire n'avait pas encore abouti, tout à coup Hugo a l'opportunité, Mars Film lui dit écoute tu veux pas faire le remake de Demain tout commence, un film mexicain je crois, et donc super vite il monte sur Demain tout commence, donc ça met de côté mon inconnu, moi de toute façon je devais m'occuper d'autres trucs, et voilà, donc il fait Demain tout commence, et une fois que Demain tout commence est terminé, il a décidé d'écrire la V1 avec Igor. Et voilà, et aussi on avait fait à un moment donné avant ça, je sais qu'on avait fait une réunion, il m'a fait venir moi et d'autres auteurs dont Igor pour brainstormer sur encore le projet. Et de toute façon moi je m'étais engagé à écrire que le traitement et je pouvais pas écrire après. Donc moi je suis vraiment auteur de l'histoire. Ouais. Et ensuite Igor est arrivé et Igor en plus il a une patte pour les dialogues. Et vraiment les dialogues sont très bons. Il est vraiment marrant et tous les deux ils ont écrit les versions et en fait régulièrement ils m'ont envoyé des versions pour que je lui fasse des retours. Voilà, je faisais comme des consultations mais à titre amical parce que pour moi c'est un truc de SAV du projet et d'accompagnement. Et voilà, et même après il m'a demandé d'écrire des pages de romans du livre. Alors vraiment j'ai vraiment écrit de la merde. Je suis vraiment pas romancier, putain. Et voilà, voilà, et j'ai comme ça, même première version de montage, qu'est-ce que t'en penses, je fais des retours et tout, donc voilà, accompagnement à distance du bébé jusqu'au bout, quoi. Et justement, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a convaincu Mars Film, c'est ça ? C'est le distributeur Mars Film de se lancer sur ce projet, étant donné que c'est quand même un film qui diffère des comédies françaises qu'on a l'habitude de voir. Il y a quand même toute une dimension fantastique, donc on pourrait presque dire que c'est un film de genre, bon, c'est entre guillemets, mais il y a quand même toute cette dimension fantastique, comédie fantastique à l'américaine, qui fait penser aussi à du Frank Capra. C'est pas forcément évident de trouver des financements en France, j'ai l'impression, pour ce genre de comédie. En plus, il n'y a pas, même si, les acteurs sont très bons, mais c'est pas non plus des grosses têtes d'affiche, quoi. C'est pas Christian Clavier et Gérard Depardieu. C'est pas du tout des têtes d'affiche. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a convaincu dans le traitement Mars Film, par exemple? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est le concept. Déjà, je pense ce qui a convaincu Mars, c'est déjà Comme des frères, le premier film d'Hugo. Ouais. Et puis c'est le nom d'Hugo Gélin qui est un petit peu. Le film a beaucoup plu à Mars et le pitch de Mon Inconnu. En fait, le truc c'est qu'il y a un aspect fantastique, mais une fois que c'est mis en place, on est sur du quotidien, de la comédie. On est comme Un jour sans fin. Finalement, il y a. Oui. Il y a un truc. Ça repose pas sur des effets spéciaux. Même si chaque fin de journée il se passe le truc de revenir à zéro. Ouais. Non, je pense que justement il y a eu, je crois, l'envie de voir cette histoire en fait. Ouais. Et justement le fait aussi de prendre des comédiens comme François Civil et Joséphine Japy qui sont identifiés mais qui ne sont pas des têtes d'affiche, c'est vrai, on en a tous conscience et tout. C'est faire la part belle aussi à l'histoire. C'est-à-dire que là, effectivement. Peut-être qu'il y a eu un coup de cœur sur tiens, cette histoire on a envie de la voir, et effectivement on a toujours su qu'on avait une ambition de film à l'américaine, dans le sens où effectivement c'est pas dans notre ADN en France de faire des films comme ça, même s'il y en a quelques-uns. Et voilà, et en fait le film c'est à notre portée, quoi. En fait on peut faire ça, c'est évident. Comment t'arrives à rendre attachant au début de ton histoire un personnage qui est aussi arrogant, aussi égocentré, voilà, c'est voulu, hein, évidemment, pour qu'il y ait cette évolution de personnage, mais du coup, tu vois ce que je veux dire, comment tu
Comment t'arrives à le rendre attachant malgré tout, malgré ces défauts-là, au début de ton histoire, quoi, tu bon, vois. je pense que c'est Hugo et Igor seraient peut-être mieux placés pour en parler parce que comme ils ont vraiment écrit la V1, on est vraiment sur le détail, le geste et le dialogue. Et puis, mais si je devais analyser le travail qu'on a pu faire et le travail qu'ils ont pu faire après, François Civil est sympathique. Il a un grand sourire, il est sympathique, même s'il joue un connard, il y a un truc de sympathie. Ça c'est un. Deux, on le voit adolescent, on voit qu'il est un peu victime, c'est un rêveur. C'est un rêveur, il est incompris, on se moque de lui. Donc ça crée l'empathie parce que forcément on se dit oui, c'est vrai qu'il y a cette phase-là avant. Voilà, il y a ça. Son meilleur ami est extrêmement sympathique. C'est Félix, interprété par Benjamin Laverne, qui est fabuleux. Et donc, si un personnage aussi sympathique aime ce personnage, c'est qu'il a du potentiel. Ah oui, l'ami de mon ami est mon ami. En fait. Donc voilà, il y a ce truc-là. Et il n'est pas encore connard. Il est pas encore connard. Donc on apprend à se dire, on l'aime. Et ensuite, alors après c'est intéressant parce que là où je suis plus dans la noirceur que Hugo. Je sais qu'initialement, que dans les écrits, moi je le voyais beaucoup plus connard. Vraiment, vraiment je forçais le trait. Pousser les potards. Mais c'était parce que c'est ma sensibilité. Mais moi je trouve que là, par exemple, on s'en sort très bien comme ça. Il est bien prétentieux et arrogant comme il faut. Bien sûr. Et alors, est-ce que justement, ce qui fonctionne aussi, est-ce que tu penses pas que c'est le fait que on aime bien voir aussi souffrir les connards. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui lui arrive. C'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait le plus le faire chier à ce personnage, c'est lui enlever son statut social, c'est qu'il soit plus l'auteur populaire qu'il était. Et c'est fini, il a tout perdu. C'est un prof dans un lycée lambda, voilà. Et c'est, à mon avis, oui, c'est ça qui fonctionne. Et c'est ça aussi qui fonctionnait dans Un jour sans fin. C'est-à-dire que le mec est un gros connard. Et on va l'enfermer dans cet environnement qu'il déteste. Et il peut pas s'en sortir. Il est obligé de revivre cette journée atroce qu'il ne supporte pas. En fait, c'est ça. C'est ça qui est drôle, quoi. Un jour sans fin, c'est le modèle. C'est-à-dire que Bill Murray est extrêmement désagréable, mais il est désagréable avec des gens qui sont peut-être un peu pénibles, mais lui, il ose leur dire ce qu'on n'ose pas dire, dégager, machin. Donc ça nous fait rire parce qu'en fait, on se dit que finalement, il est désagréable, mais c'est pas non plus un sans-cœur. Et en même temps, il va être puni. Et c'est tout bête, c'est un truc. C'est ça. Nous, on punit le personnage de Raphaël, le personnage incarné par François, on le punit. Et donc, les compteurs sont remis à zéro, en fait. Oui, c'est un connard, mais il est puni. Donc on se dit, et finalement, on arrive à se dire, ah ouais, à un moment donné, mais maintenant, va-t-il changer, va-t-il prendre conscience? D'une part, oui, puis après, il y a un truc qui est cathartique, je pense, c'est qu'à un moment donné, on est le seul avec lui à savoir qu'il n'appartient pas à ce monde. En fait, on partage un lien. Et donc à ce moment-là, nous aussi, on est tout seul dans ce monde avec lui. Et on se dit, si ça m'arrivait, quand même et tout. Donc en fait, l'empathie, elle fonctionne. Et puis après, ça roule. Hein. Et alors, donc il est aidé par Benjamin Laverne, qui est son pote, qui fait un petit peu office de sidekick pour cette histoire. Et donc en quoi c'est nécessaire, on va dire, en termes de dramaturgie, souvent, qu'il y ait un sidekick, qu'il y ait une tierce personne qui aide le héros à résoudre son conflit. Pourquoi il y a souvent cette dynamique-là qui est instaurée dans les récits, dans les scénarios, ce personnage de sidekick, quoi. Alors je sais pas si c'est nécessaire, mais c'est vrai que c'est un code de la comédie romantique. Le meilleur ami permet de créer... En fait, la fonction souvent du meilleur ami dans la comédie romantique, c'est d'être le confident et d'être le seul qui est au courant avec qui on peut fomenter, avec qui on peut échanger et qui permet au personnage, il lui révèle la vérité, d'exprimer, machin et tout. Donc après, ça peut être bien fait, ça peut être mal fait, mais c'est vrai que c'est souvent un personnage qu'on retrouve et aussi qui a pour fonction souvent de donner de mauvais conseils. C'est aussi un truc. D'ailleurs c'est marrant parce que il y a aussi un truc sur je me rappelle avant d'écrire le film, j'étais à la conférence de Troubi ou un truc comme ça, c'était début 2011 et je me rappelle qu'il disait que l'antagoniste amoureux dans une comédie romantique, à savoir le type qui était souvent avec l'être aimé, était tout le temps forcément un connard ou une connasse. Genre une mauvaise personne.
Et moi j'ai posé la question, est-ce que c'est obligé? Il disait oui. Et en fait, nous on s'est dit qu'on a créé le personnage qui est donc l'impresario / mentor / fiancé de Joséphine Japy, du personnage d'Olivia. On s'est dit, on veut pas tomber dans ce travers, on veut sentir un truc, mais on veut quand même que c'est pas un sale type. Ouais. Mais tous ces trucs-là, pourquoi je parle de ça? Parce que il y a des codes, et c'est vrai que on a du mal en tant que spectateur, je pense, sur un cinéma mainstream, parce que le but du jeu c'est faire Mon Inconnu, c'est un film qui est très accessible, c'est une comédie romantique populaire, donc on a envie de parler au plus grand nombre. Forcément, si le héros vole l'épouse, la fiancée de quelqu'un qui est fortement sympathique, c'est compliqué en termes d'empathie, tout ça. Mais c'est hyper intéressant de réussir à le faire. Et que parce que la vie, ce n'est pas que un gentil, dans ce cadre-là, un gentil mec qui vole au secours d'une gentille femme qui est prisonnière d'un mauvais gars, qui est un truc hyper sexiste et patriarcal, donc on n'était pas là-dedans. Ça rend le conflit encore plus, le dilemme encore plus chaud, quoi, que justement que l'autre type soit plutôt sympathique. Voilà, mais même si c'est vrai qu'il y a quand même le truc où il y a un rapport, parce que je dis c'est pas patriarcal, mais quand même il y a un rapport, comme c'est son mentor, manager, c'est quand même un personnage qui gère sa vie et tout. Il y a un peu de ça quand même. Mais quand même, le personnage, c'est Amaury de Criancourt qui l'interprète. On comprend. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on comprend les motivations de l'antagoniste. C'est-à-dire que il n'est pas juste un obstacle ou un antagoniste pour être un antagoniste. On comprend son point de vue et on peut l'adopter. Et alors, c'est un film donc qui est une comédie. Il y a une histoire d'amour, donc il y a de la romance, il y a du fantastique. Donc il y a beaucoup de genres, c'est un film qui brasse beaucoup de genres. Comment vous avez fait pour trouver le juste équilibre entre tous ces styles? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes parti d'abord sur, on écrit une romance oui. Ou alors le concept fantastique était là dès le départ? C'est une comédie romantique avec un concept fantastique. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends Un jour sans fin, c'est pas une comédie romantique parce que c'est pas l'enjeu est plus son salut que de séduire Andy McDowell, mais au moment où il sera sincère, honnête et quelqu'un de véritablement bon, par conséquence il plaira à Andy McDowell. Mais c'est pas l'objectif, c'est l'objectif de surface que tu vois, parce que jamais il se dit il faut que je sois bon. C'est un truc, c'est en lui, il ne sait pas qu'il faut qu'il change. Mais par contre, on le voit essayer de la draguer, se prendre des cartons, etc. Mais je ne crois pas que ce soit une comédie romantique. Là où Mon Inconnu est vraiment une comédie romantique, à savoir un personnage qui veut séduire une femme pour des mauvaises raisons, à savoir pour pouvoir retrouver son statut d'auparavant, enlever une malédiction, et il se fait aider par son meilleur ami. Donc on est sur une comédie romantique. Et après, l'aspect fantastique, finalement, c'est un prétexte c'est un prétexte pour déclencher tout ça, et surtout poser les bases d'un univers où il va y avoir des situations de comédie de par le fait que le personnage il n'appartient pas à cet univers. Et ensuite, avec Félix, on tenait à ce qu'il y ait une histoire d'amitié. Ça veut dire que c'est pas juste son sidekick comique, c'est aussi quelqu'un avec qui il a une vie. Il a deux vies, deux amitiés, et voilà. Et peut-être qu'il le traite pas bien, et qu'il faudrait qu'il soit plus au même niveau l'un et l'autre, etc. On dit souvent que l'écriture, c'est de la réécriture. Est-ce que c'est vrai? Et du coup, j'ai envie de te demander combien de versions tu as pu écrire sur Mon Inconnu ou Un vrai bonhomme, par exemple? Alors, sur Mon Inconnu, comme j'ai travaillé uniquement sur l'histoire, donc le traitement, peut-être qu'on a travaillé sur 2-3 versions du traitement, mais je me rappelle plus tellement. Après, je sais qu'il y a eu il y a eu pas mal de versions du script définitif, sur lequel moi j'ai fait des retours, des consultations à plusieurs moments. Voilà. Après, sur Un vrai bonhomme, alors ça allait très très vite. Il y a eu 2 versions de séquencier, vite fait. Mais le film était là en fait, ça a été assez fluide. Et après, scénario, on est parti en financement avec
avec une V3. D'accord. Ça allait très vite. Donc ça va. Parfois, Ouais, je me dis que ça allait trop vite, Ouais. mais c'était ça y est. En gros, une V1 au bout de 10 mois, en comptant des vacances et tout, donc un peu moins de 10 mois, mais en gros, c'était ça. De là, on fait lire, on attend des retours, ça prend un peu de temps d'attendre des retours, en 2-3 mois, on tombe une V2. Non, c'est ça. C'est V1 mi-juin, V2 début juillet, et ensuite une V3 en octobre. La réécriture est allée assez vite. Ouais, voilà, V3 et après une V3 bis, parce que parfois tu changes 2-3 trucs, c'est Ouais, pas tu changes énorme. 2-3 dialogues. Et on est parti c'est en pas financement en ouais. janvier et on a tourné en août. Et vous avez tourné la V3, quoi, on va dire. Voilà, V3 et après d'autres versions parce que tout à coup. Oui, après bah, t'adaptes il tout faut ça réduire au machin tournage. et plus toute la réécriture durant le tournage. Tout a été réécrit tout le temps. Et alors en tant que réalisateur justement, est-ce que tu commences déjà à penser mise en scène à l'écriture du scénario? C'est-à-dire que quand tu écris le scénario que tu sais que tu vas réaliser, est-ce que tu écris avec un style particulier, tu vois, certains passages pour déjà dégager du scénario des idées de mise en scène? Oui, j'essaie. J'ai pas une vision sur toutes les scènes, mais j'essaie j'essaie de décrire vraiment ce que je vois, ce que j'imagine, ce que je scénarise, enfin ce que je visualise. Ouais. Avant, je crois aussi que les blocages que je pouvais avoir en écriture auparavant, il y a 10 ans, c'est parce que j'arrivais pas à comprendre le style d'écriture en fait, où c'est pas du roman, c'est pas de la littérature, c'est un truc factuel. Et j'arrivais pas à trouver le truc entre ce côté un peu document de travail précis, factuel et tout, et en même temps un truc agréable à lire. Et en fait maintenant, je dois avouer que j'essaie de m'en foutre un peu. J'essaie d'écrire et j'essaie de faire des effets dans l'écriture et tout. Je suis pas en roman, mais de créer des tensions sur l'écriture, de mettre en avant, et ça c'est un truc qui se fait, des gros plans. Alors j'évite de marquer gros plans sur machin, Ouais. mais voilà, je vais dire directement, je sais pas, ça m'intrigue, point. Enfin, mais d'autres scénaristes font ça n'a rien de fou. Mais en fait, j'ai décidé d'essayer de rendre ça un peu excitant et de laisser transparaître la mise en scène à laquelle je pense à ce moment-là. Visualiser, d'avoir Mais au fond, est-ce que tous les scénaristes font pas ça? C'est-à-dire, est-ce que même un scénariste qui ne va pas réaliser le film, au fond, il dit quand même dans sa manière d'écrire, moi j'ai l'impression que cette scène, ça serait bien de commencer sur un verre d'eau. Qui se met, donc forcément c'est un plan serré, puis après ça s'élargit, voilà, etc. Oui, on comprend un peu la mise en scène de par l'écriture. Oui, je pense que je crois pas que le scénario soit un territoire totalement neutre, et qu'un réalisateur fait ah mais moi je le vois comme. Je pense que parfois c'est super induit et que ça peut pas marcher autrement. Je veux dire, je sais pas, même si la scène commence pas comme ça, le verre d'eau dans Jurassic Park. Ça a dû être écrit comme ça, c'est ça que tu veux dire, quoi. Alors c'est le pas scénario forcément... est disponible, donc ça se trouve. Mais j'ai le sentiment qu'on sent qu'il y a un truc. Alors après, souvent il y a des scénarios qui sont réécrits après le film. Oui. Donc voilà. Ouais. Mais en tout cas, donc je pense pas que le fait que je sois réalisateur fasse que ma manière d'écrire est nettement, est très très différente de la plupart des auteurs, des scénaristes. Je crois pas, mais en tout cas, moi j'essaie de mettre en place ce que je vois, quoi. De toute façon, au fond, mais toutes et tous, ce qu'on écrit, c'est ce qu'on voit. Alors j'ai 2 dernières questions à te poser. Sur quoi tu travailles en ce moment? Quels sont tes futurs projets, hormis donc ton prochain film qui doit sortir premier trimestre 2020, Un vrai bonhomme? Hormis ce film-là, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu es là? Alors là, en fait, comme j'ai terminé totalement la post-production, donc je vais accompagner mon film et tout, selon les projections qui vont avoir lieu. Mais en tout cas, là, je suis en train d'écrire le deuxième. Pour le coup, réaliser mon premier film m'aide à écrire le second. C'est-à-dire que je sais ce que c'est de passer d'un scénario écrit à la mise en image de ça, et ça, pour moi, c'est un plus en tout cas. Ça t'aide dans quel sens, par exemple, de savoir tout de suite ce qui va fonctionner sur un plateau, Alors, c'est entre les deux. Je sais que mon chef opérateur, Pierre Cotreau, avec qui j'ai fait le film, disait souvent à telle scène, attention, c'est très entrée plat dessert. Ça veut dire quoi? Je te fais une mauvaise scène, hein, c'est comme si ça c'est toc toc toc, entrée, bonjour, je m'appelle machin et tout, je viens pour ça, ah très bien, asseyez-vous.
Ouais, un truc que tu peux zapper. On se fait chier direct. Ouais, et j'ai pas écrit de scène comme ça, Non, mais c'était une manière de dire, tu vois là, Tu peux gagner du on temps. peut gagner du temps. Donc, ouais. le truc c'est, normalement ce que tu peux faire, c'est, les tournages ça devient de plus en plus compliqué en termes de timing, mais normalement tu tournes cette scène et c'est au montage que tu vas dire, bah en fait tu sais quoi, on va directement attaquer au moment où il s'assoit comme ça. Ou alors directement on sous-entend qu'on a entendu qu'il y a eu une phrase. Ça arrive parfois, tu commences une scène et quelqu'un fait quoi, tu vois, ou Oui, bien sûr. je te le fais un peu pourri, mais c'est un Non, peu non, ça. mais ouais, et l'autre c'est fait vrai, oui, je vous assure, nanana. Et Non, voilà, mais- et en fait tu viens de gagner Et du là, temps. tout de suite, on rentre dans le conflit, Donc, quoi. donc Ouais. c'est un truc. Non, mais pareil, c'est il n'y a pas besoin d'être réalisateur pour faire des choses comme ça, mais et je prenais un très mauvais exemple, mais en fait il y a plein de choses où parfois tu te dis ça visuellement ça va peut-être pas marcher ou ceci ou cela. Je suis en train d'écrire le second, je vais tomber quelques pages et tout, je suis en train de réfléchir avec qui je vais le faire en termes d'auteur et en termes de producteur. Je développe tout doucement un projet de série. Je dis bien tout doucement parce que là, j'ai une moins grande visibilité sur ce que je veux dire. Donc, moi, je me sers énormément du fond et du sens pour trouver l'histoire. Si je veux faire telle démonstration, il faut que je raconte l'histoire comme ça, ou en tout cas, il faut que ce soit ça ou ça ou ça. J'essaie d'être très dans le thème, que le film soit le thème tout le temps. Ouais. Et voilà. Et ensuite, par contre, voilà, je travaille avec Eugène Rious sur un projet de court-métrage. On m'a demandé de réfléchir à un projet de court-métrage de genre pour une collection. Voilà. Mais le truc le plus important, ouais, c'est l'écriture du second et éventuellement la série où il y a un bon sujet, mais j'ai un peu de mal à le cerner pour l'instant. Et alors, dernière question, si tu avais un conseil ultime à donner à un jeune scénariste, un apprenti scénariste, pour démarrer dans ce métier, qu'est-ce que tu lui dirais ? Voilà, tu peux t'adresser à lui directement à la caméra et lui donner un conseil ultime. Fuis. Non, je dirais qu'il faut juste faire, quoi. Il faut écrire. Le plus dur, en tout cas en ce qui me concerne, c'est écrire. C'est-à-dire, c'est poser les idées sur le papier, parce que je peux construire des récits dans ma tête, des scènes, mais tant qu'elles ne sont pas sur le papier, elles n'existent pas, et même sur le papier, elles n'existent toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est aller au bout, quoi. L'écriture, c'est compliqué, souvent ça fait mal, on est confronté à ses propres limites, c'est parfois comme un casse-tête qu'on n'arrive pas à résoudre. On a la pression parce que on aime tous des grands films, des grands réalisateurs, des grands scénaristes, et chaque page qu'on peut écrire, on la confronte à l'élite, au meilleur, et ça peut être dur, et il faut éviter de trop le faire. En tout cas, l'idée c'est d'aller au bout, quoi. Faut aller au bout. Une fois que c'est écrit, il y a une étape, et après il faut porter le projet pour qu'il soit incarné. Mais ce qui est terrible avec l'écriture, c'est que, notamment l'écriture, le scénario, c'est que tant que ça reste sur le papier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe dans la profession, ça existe pour soi, pour son expérience, pour les autres, pour des lecteurs, tout ça. Mais pour le spectateur, qui est quand même la personne à qui on s'adresse, ça n'existe pas. Donc il faut essayer d'aller au bout et de faire exister les projets. Et voilà, c'est tout c'est le seul conseil que je peux donner, quoi. Eh ben, merci beaucoup Benjamin merci pour cette interview. Voilà, continuez à découvrir les films dans les salles obscures et à lire des scénarios. Et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao. Ciao. Voilà, nous espérons que ce nouveau numéro de Secret de Scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde des Scénaristes. Abonnez-vous, vous trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des vidéos thématiques sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de Scénariste, c'est terminé, à très bientôt pour un prochain numéro. Ciao.